Éveiller les consciences. Stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel. Je suis François Huette, passionné par un tourisme guidé par le sens. Les différentes crises écologiques, spirituelles et économiques nous poussent à sortir de nos schémas traditionnels. Elles nous invitent à questionner l'impact de nos activités sur la santé de la planète et de l'humanité. Ce podcast est la rencontre avec des acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires. Ce sont des passeurs d'expérience et de savoir qui sèment des graines de réflexion et d'action pour co-construire un tourisme positif, porteur de sens, inclusif et non culpabilisant. Pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à nous soutenir en mettant de belles étoiles et en partageant autour de vous. Je pense que comme dans tous ces sujets qui sont extrêmement clivants, et dans toutes ces choses qui touchent un petit peu à un débat passionnel, il faut prendre le temps, se calmer et essayer de trouver une voie du milieu pragmatique, sans stigmatiser ou un côté ou de l'autre. Je pense que dans toute chose, les extrêmes sont jamais très bons. Et on va avoir une inflexion naturelle vers un tourisme plus durable. C'est très bien que le gouvernement fasse ce genre d'effet d'annonce. Après, on pourra reprocher que c'est que des effets d'annonce. On verra dans les faits. Mais de fait, c'est bien la première fois qu'on en entend parler. Donc c'est déjà qu'il y a une prise de conscience et c'est déjà le signe que ça rentre à un niveau qui n'est plus lié simplement à la microsphère des professionnels du tourisme. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer confortablement dans un lieu calme, pourquoi pas au contact de la nature, pour prendre le temps de découvrir des acteurs du tourisme positif. Bonne écoute. Bonjour Yann, merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast Expérientiel. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci François à toi de m'avoir invité. Avec plaisir, avec plaisir. Peux-tu nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Alors moi je suis Yann Vulzer, j'ai 45 ans, je travaille dans le tourisme depuis plus d'une vingtaine d'années, dans le tourisme qu'on appelle communément d'aventure, et maintenant je suis le directeur de la marque Altai Travel, une agence de voyage spécialisée dans les voyages individuels, sur mesure et outdoor, le tout dans une démarche plutôt responsable et durable. Très bien. Dis-moi, tu peux justement me définir un peu la philosophie de Altai, justement, dans son voyage, dans les voyages qu'il propose ? Alors nous, on se définit, à la base, on est un réseau de réceptifs, on est des gens de terrain et donc on a une trentaine de DMC, de réceptifs dans le monde entier. Et ce qu'on a souhaité faire, c'est que ces réceptifs qui étaient à la base plutôt des opérants, qui opéraient pour nos tours opérateurs historiques, on a décidé il y a 5 ans de libérer le commerce et de leur permettre d'adresser des clients en direct. Parce qu'on croit à une force de communauté du voyage, une communauté qui ferait le lien entre évidemment les voyageurs, nos équipes locales qui sont du coup de vraies équipes locales et ce qu'elles font vivre comme expérience sur place. Et donc l'ensemble des gens qu'on va rencontrer au cours d'un voyage, que ce soit les hébergeurs, les restaurateurs, les guides ou les chauffeurs. Donc on se définit comme un réseau de réceptifs qui vend des prestations de voyage individuelles sur mesure à des voyageurs français. Voilà. Alors, quand je regarde le site, il y a comme intention d'Altai, c'est de promouvoir un tourisme positif. Donc, tu te doutes bien que moi, ça m'a fait réagir. Tourisme positif, c'est quelque chose qui me plaît. Pour toi, ça veut dire quoi le tourisme positif ? Alors, le tourisme positif, déjà, on pense chez nous que le tourisme est positif. D'accord. Déjà, que au-delà un peu du tourisme bashing auquel on assiste actuellement, les débats sur la pollution, doit-on voyager en long courrier, pas en long courrier, proche de chez nous, etc., qui ont tendance à donner une image un peu négative du tourisme. Nous, chez Altai, on pense clairement que le tourisme est quelque chose de bon. Il est bon pour les gens qui le pratiquent, évidemment, si tant est qu'il est réalisé dans un certain cadre et sous une certaine philosophie.
Et il est bon aussi pour les gens qui en vivent. Pour nous, la première responsabilité, quand on parle de responsabilité et de durabilité d'une agence de voyage ou d'un réceptif ou de n'importe qui travaille dans le tourisme, est de permettre aux gens qui en vivent d'en vivre dignement, d'en vivre dans des conditions qui lui permettent d'envisager un avenir serein, et le tout évidemment dans le respect de la nature et de l'écologie. Mais pour nous, ça c'est un présupposé de base qui en fait ne suffit plus à définir une vision positive du voyage. On l'a toujours fait, ça fait 40 ans qu'Altaï opère dans le monde entier, et par essence même, on se doit de préserver les milieux dans lesquels on va, puisque nous, notre promesse, c'est d'aller dans des lieux naturels remarquables. Donc, on se doit de toute façon de les protéger. C'est un présupposé, c'est un postulat de base, et qu'on fait depuis 40 ans. On pratique le Leave No Trace, on participe à des actions sur place, évidemment, on nettoie les plages en Indonésie, on entretient les sentiers en Norvège, etc. Mais ça, c'est dans notre ADN. Maintenant, il faut qu'on aille dans une démarche qui est un petit peu plus poussée que ça et un petit peu plus large, dans le sens où le tourisme est devenu un objet presque de consommation, et cette version-là, cette vision-là du tourisme ne nous correspond pas, et c'est celle-là qu'on veut un petit peu atténuer, dans le sens où, évidemment, si on pense pas que c'est mal de prendre l'avion pour aller faire un beau voyage au Pérou, pour aller à la rencontre de populations locales, s'enrichir mutuellement, progresser chacun de son côté, on pense quand même que, évidemment, prendre un vol pour 2 jours, aller à Barcelone, consommer du café chez Starbucks et faire des courses chez Zara, ça par contre c'est un non-sens. Mais c'est un non-sens bien au-delà du non-sens touristique, c'est un non-sens en termes de consommation, et celui-là, effectivement, le tourisme doit s'en séparer. Et donc, pour aider le touriste dans cette démarche, qu'est-ce que vous faites? Il doit y avoir sûrement des choix à faire en interne. Comment ça se passe? Alors, pour nous, le premier choix, mais qui est un choix fort, quelque part dans le tourisme, c'est que chacun des employés qui travaillent pour Altaï Travel travaille légalement dans les conditions du pays, que les entreprises qu'on monte à l'étranger soient toutes légales, qu'elles aient une licence, une assurance, qu'on paye nos charges sur tout l'ensemble des employés qu'on fait travailler, que chacun ait droit à une assurance santé, à un système de retraite, et que surtout, à l'intérieur du système Altaï, il est le moyen de grandir avec nous. C'est-à-dire que, on va prendre un exemple très précis, Ivan Akuba, qui est le responsable de notre agence réceptive Akuba, qui donc maintenant est un très gros réceptif, je ne sais pas, qui opère 2000 personnes par année, où il y a peut-être une quinzaine de salariés, a commencé comme guide. Et puis, petit à petit, grâce à des cours de français, il a pu perfectionner son français, et puis on l'a formé en interne aux techniques de management, aux techniques de qu'est-ce que c'est une entreprise, comment on la fait tourner, la comptabilité, etc. Et donc, il appartient à la famille Altaï, et on l'a aidé à grandir aussi dans ce qu'il est lui et dans ses ambitions personnelles, avec tout ce qu'on peut mettre de bon dans le terme ambition, pour qu'il arrive à s'épanouir dans sa vie professionnelle et au sein d'Altaï. Et donc, on a cette idée et ce parcours, on pense ce parcours pour l'ensemble de nos collaborateurs. Et ça, c'est une vraie démarche chez nous. Combien de collaborateurs vous avez à Altaï? Alors, Altaï Travel est une des marques du groupe Altaï. Le groupe Altaï, dans son intégralité, c'est à peu près 90 collaborateurs en France. Sur la marque Altaï Travel, en France, ça doit être une quinzaine de personnes maintenant qui y travaillent. Et à l'étranger, il y a une 150, ouais, autour de 150 collaborateurs dans les bureaux. Et on fait travailler de manière freelance autour de 200-250 guides par année en fonction des saisons et des destinations. Donc c'est quand même Altaï est une entreprise assez grande dans le tourisme d'aventure, assez peu connue. C'est aussi dans notre ADN de pas trop se mettre en avant. C'était pas vraiment notre posture à nous, mais on est quand même une entreprise assez importante. On emploie pas mal de monde. Ouais. Suite à la crise sanitaire, est-ce qu'il y a eu une prise de conscience qui a provoqué des changements opérationnels de votre côté? Alors disons que la crise sanitaire a pas
créé de changement chez nous, elle a renforcé des convictions. Nous, on avait la conviction due à des crises antérieures qui n'étaient pas liées à la crise sanitaire, mais qui étaient liées à des événements politiques, par exemple, parfois, ou des catastrophes naturelles, que notre réseau est une vraie force. Dans le sens où, quand pour une raison extérieure au tourisme, fait qu'un pays a moins le vent dans le dos et rencontre des difficultés, notre réseau permet d'assurer la pérennité de ces agences-là. C'est-à-dire que si on prend le cas évidemment du Covid, bon ben là c'était global. Mais il se trouve que on a eu la chance, par exemple, que l'Europe réouvre très vite. On a eu la chance, nous, d'être assez fort en Europe et du coup de faire que nos agences européennes, en générant du business et du volume, génèrent suffisamment de ressources pour aider les autres. Ce qui nous a permis, par exemple, de ne licencier personne, de ne couper le salaire à personne dans nos bases, alors que évidemment on a eu des aides en France. Nous on a une vision très franco-française de la gestion de la crise, mais ça s'est pas passé comme ça partout. Hein. On a eu quelques aides en Espagne, quelques aides en Italie, mais pour le reste du monde il y a eu zéro. Et le fait de ce réseau et de ces agences qui marchaient dans un endroit a permis de soutenir les autres. On a même réussi à, je ne veux pas me tromper sur les chiffres, mais de mémoire, je crois qu'on a quand même engagé 45 000 euros à l'échelle du groupe Altaï pour quand même rémunérer aussi des guides freelance avec lesquels on n'avait pas d'obligations contractuelles, mais plutôt des obligations morales, parce que c'est des gens avec qui on travaillait depuis des années, dont on connaissait la famille. Et donc, on a pu, grâce à cette force du réseau, continuer à eux aussi les soutenir un peu. Mais c'était arrivé avant, quand il y avait, par exemple, le printemps arabe, les agences en Égypte, on a réussi à maintenir l'activité grâce aux autres, ou je sais pas, quand il y a eu le tremblement de terre au Népal ou des catastrophes climatiques en Indonésie. Donc nous, on croit très fort à cette force du réseau, et du coup, la pandémie nous a affirmé cette stratégie comme étant probablement la bonne et la plus durable, parce que justement, elle nous a permis de ne pas fermer d'agence, de ne pas licencier des gens, et ce côté grand réseau qui peut-être quelque part parfois est antinomique avec la notion de responsabilité ou de durabilité, parce que ça peut faire un peu peur en mode holding entre guillemets. Et ben en fait non, ça a été une force et ça nous a permis de passer la crise sans trop de casse. Donc on croit à ça et on va le renforcer. Tout le monde parle en ce moment du tourisme durable, du voyage responsable. Toi, tu le définirais comment, justement, le voyage responsable à tes yeux? Hum, Bon, à titre personnel, évidemment, le voyage n'est presque plus dissociable de ce qu'est ma vie quotidienne. Donc, j'essaye d'appliquer la même responsabilité dans le voyage que ce que je l'applique dans ma vie quotidienne. Donc, la première des responsabilités, je pense, dans le voyage, c'est de voyager en conscience, c'est-à-dire ne pas y aller avec des œillères, être conscient de l'impact qu'on a, positif ou négatif, et d'essayer du coup de réduire les impacts négatifs du voyage dans la mesure du possible, sans culpabilisation, sans moralisation, mais vraiment en conscience. C'est-à-dire changer ses comportements que moi-même j'ai pu avoir à l'explosion des low cost. Je trouvais ça génial de pouvoir aller faire 3 jours à Barcelone ou à Prague pour 50 balles. Bon, ça, globalement, c'est une période qui est révolue et qu'on doit évidemment ne plus envisager comme étant l'avenir du tourisme. Cependant, cette pleine conscience du voyage dans sa globalité nous oblige aussi à reconnaître que le fait de partir, pour moi, je suis parti par exemple en famille à 5 ou 6 semaines il y a 2 ans, en emmenant mes enfants, en prenant le temps, en leur expliquant et en leur montrant que le monde peut être différent, que ils ont la chance de vivre dans l'écosystème dans lequel ils vivent et qu'ils se confrontent à des choses à laquelle ils ne sont pas confrontés tous les jours. Où là, je crois qu'il y a un vrai côté positif au voyage, un vrai pouvoir éducatif. Et à l'inverse, je crois qu'en ayant eu la chance d'aller en Iran et de pouvoir être au contact de la jeunesse iranienne et de quelque part amener euh, une autre vision sur ce que peut être, je sais pas, la place de la femme ou l'importance des études, avec quelque chose de positif. Donc, j'aime pas le terme de mondialisation heureuse. J'aime pas le côté un petit peu
capitaliste qu'on lui a donné. Mais dans la réalité, si on reprend le sens du terme, oui, je pense que c'est ça. Je pense que l'échange est bon et je pense qu'on s'enrichit tous au contact des uns des autres. Et donc, c'est ça qu'on veut promouvoir chez Altaï, en fait. On veut que les gens, quand ils voyagent avec nous, ils aient l'impression de voyager avec leur père, qui pourraient être soit leurs amis, soit des gens de leur famille, et qu'on partage peut-être quelque part les mêmes valeurs et une même vision du monde plutôt bienveillante et positive. Voilà, je suis pas là pour dire c'est mal de prendre l'avion et il faut pas le faire. Donc évidemment, chez nous, on compense carbone, évidemment, on le fait, mais encore une fois, c'est un postulat de base. Là, on va nous dans la certification Bicorp, qui est probablement une des plus dures à obtenir. Evaneos l'a obtenue là, et la première agence de voyage française l'a obtenue il y a une semaine. Nous, on est dans le process pour y aller. Hein. On est bientôt dans les phases d'audit. On sera probablement certifié Bicorp en 2023. Alors évidemment, tout ça c'est presque devenu un prérequis en fait finalement. Et je pense que ce soit Bicorp ou une autre, les agences de voyage et les professionnels ont intérêt à se lancer dans ces démarches-là. Maintenant, sans moralisation, sans culpabilisation, sans hâte, tranquillement, en lucidité, pour arriver à un tourisme de demain, mais sans enlever le fait que le tourisme fait vivre des millions de gens sur la planète et que quand même ça, globalement, si c'est bien réparti et si c'est partagé, c'est plutôt une bonne chose. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à la certification Bicorp. C'est très rigoureux. C'est par rapport à un exercice comme celui-ci. Est-ce que ça a fait émerger des pépites, des opportunités justement, des choses auxquelles tu n'avais pas pensé en disant ah là, il faut quand même aussi, il faut prendre ça en compte, il faut agir là-dessus. Alors moi, je suis pas évidemment, je suis ça de loin, de près, pardon, mais je suis pas le référent Bicorp chez nous. Hein, on a quelqu'un qui s'y dédie à plein temps, mais il n'empêche que je me suis quand même bien posé dans la certification. Euh, Au-delà de faire apparaître des pépites, ce que j'aime beaucoup dans cette certification, elle est premièrement mondiale, donc elle engage à avoir une vision très large et pas franco-française de ces problématiques-là, parce qu'il est très facile d'avoir un point de vue de chez nous. Et chez nous, finalement, on coche déjà presque toutes les cases. Si on regarde ce qui s'applique dans le droit du travail et dans la législation française, globalement, on est un pays probablement très nativement bicorp. Donc le truc vraiment génial de Bicorp, c'est que Concept Mondial, ça nous a obligés à ouvrir le champ sur l'intégralité des pratiques sur le monde entier. On le faisait déjà, mais ça nous y engage. Et donc évidemment, les choses sont pas égales partout. Donc ça, pour nous, ça a été une véritable porte d'entrée sur le monde. Et puis la chose que je trouve très bien dans cette certification, c'est qu'elle n'est pas figée et elle nous oblige à la progression. C'est-à-dire que tu es certifié Bicorp à un moment donné, c'est déjà assez compliqué. Il faut répondre à un cahier des charges assez précis, mais c'est pas écrit dans le marbre. Tous les 2 ans, c'est remis au travail. Tous les 2 ans, c'est remis à la certification. Et il faut que chaque certification, tu aies plus de points auxquels tu réponds favorablement que la certification antérieure. Du coup, il y a un process et une volonté d'amélioration que je trouve extrêmement profitable. Donc, en fait, on va y arriver et puis on va déjà devoir se pencher sur comment on va faire dans 2 ans pour être de nouveau Bicorp. Et du coup, ça nous oblige à une certaine forme d'excellence. Et je pense que c'est des valeurs dans lesquelles nos voyageurs se retrouvent en plus, sachant qu'en plus Bicorp a à mon sens, le très bon côté de ne pas être spécifique au tourisme. C'est-à-dire que n'importe quelle entreprise peut être Bicorp. Et donc, du coup, elle rejoint ce que je disais sur le fait que, bon, évidemment, le tourisme se doit d'être positif, mais en fait, c'est notre manière de consommer et de concevoir les échanges commerciaux et les échanges avec le monde qui doivent évoluer. Et ben, du coup, Bicorp fait sens là-dedans, puisque d'autres entreprises qui ne sont pas du monde du voyage y participent aussi. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir une émulation autour de tout ça. C'est globalement positif. Et puis, n'importe quoi qui te fait prendre conscience est quand même, in fine, une bonne chose, quoi. On arrête d'avancer, on prend le temps de se poser, on regarde un petit peu ce qu'on fait tranquillement, quoi. En t'écoutant par rapport à ce que tu dis.
ce que tu disais sur l'expérience Bicorp et de travailler là-dessus et de se projeter justement dans les années à venir. Toi, dans 10 ans, le tourisme, tu le vois comment? Quel exercice difficile. Euh, je le vois. J'espère que ce qui a fait ces gros travers va disparaître un peu, mais euh, je vois pas de révolution dans la manière dont moi j'imagine et j'envisage le tourisme. J'espère que ce qui fait le tourisme de masse va probablement s'infléchir un peu. J'espère qu'il y aura plus de normes croisières. J'espère que cette vision à s'entasser à 4000 sur un bateau va quand même une fois. Et encore une fois, je juge pas du tout les gens qui aiment cette forme de tourisme-là et qui le pratiquent pour plein de raisons. Voilà, comme je pense que quand Nouvelle Frontière est arrivée et a démocratisé les charters, c'était pas une mauvaise chose et c'était très bien qu'il y ait des 747 qui arrivent et qui permettent à l'ensemble du monde de voyager. Donc je suis pas du tout dans le jugement. Je pense quand même que c'est par contre pas vraiment l'avenir et que probablement on va découvrir d'autres formes de tourisme. Je pense que le tourisme va ce qui va probablement arriver, c'est un mélange des genres entre le tourisme et la vie quotidienne. Hein, on s'en rend bien compte avec le télétravail, le full remote, les gens qui partent vivre un peu à l'étranger. Il va probablement y avoir une forme de tourisme professionnel aussi. Il y a des gens qui partiront 3, 4 mois et qui donc pourront vivre des expériences plus longues dans la durée, qui donc du coup seront probablement beaucoup plus bonnes pour la nature aussi, avec une vision un peu moins consumériste. Je pense que c'est ça vers quoi on va s'acheminer, quoi, un espèce de mélange des genres. Les gens partiront travailler 3, 4 mois, et puis sur ces 3, 4 mois, ils resteront un mois et demi peut-être pour voyager, vivre des aventures. Je dis n'importe quoi, ils feront un compte base au Mexique et puis ils profiteront du Mexique pour aller visiter l'Amérique centrale, sans revenir en France et puis repartir. On va aller probablement vers plus en plus de ça. Et puis, on voit l'émergence d'un tourisme de proximité. Ça va probablement aussi remplacer dans les années à venir cette espèce de surconsommation frénétique qu'on a eue de villes d'Europe ou de week-end à Marrakech. Ça, globalement, c'est une très bonne chose. Il faut que ça continue. Il faut l'accompagner. Après, je suis d'un naturel assez optimiste. Je pense que l'homme a compris que le carbone était un problème et on va finir par en sortir. Je suis pas naïf. Je sais bien que ça fait un mal terrible à la planète et qu'il faut qu'on avance et probablement beaucoup plus vite. Et disons que j'ai pas une vision très noire de tout ça en mode la planète va disparaître. J'ai foi en la puissance de réflexion de l'homme et à trouver des solutions et on va trouver des solutions. Ça prendra 25, 30 ans, 40 ans, mais on finira par sortir de l'ère carbonée. On finira pas par sortir du tourisme à cause de ça. Ça prendra d'autres formes. Mais le tourisme va continuer en fait. Mhm. C'est dans la nature humaine de se déplacer, c'est dans la nature humaine d'aller à la rencontre de l'autre et il faut absolument que ça continue. Parce que c'est ce qui fait de nous notre richesse. Voilà, c'est tout. Comment aujourd'hui on peut rassembler justement les professionnels du tourisme avec les différentes opinions, les différents points de vue sur le sujet, etc., pour justement construire un tourisme durable? Le ministre a l'objectif de développer la France comme première destination du tourisme durable. À ton avis, ça veut dire quoi? Quels sont les besoins justement pour pouvoir réaliser ça? Je pense que comme dans tous ces sujets qui sont extrêmement clivants, et dans toutes ces choses qui touchent un petit peu à un débat passionnel, il faut prendre le temps, se calmer, et essayer de trouver une voie du milieu pragmatique, sans stigmatiser ou un côté ou de l'autre. Je pense que dans toute chose, les extrêmes sont jamais très bons et on va avoir une inflexion naturelle vers un tourisme plus durable. C'est très bien que le gouvernement fasse ce genre d'effet d'annonce. Après, on pourra reprocher que c'est que des effets d'annonce. Bon, on verra dans les faits, mais de fait, c'est bien la première fois qu'on en entend parler. Donc c'est déjà qu'il y a une prise de conscience et c'est déjà le signe que ça rentre à un niveau qui n'est plus lié simplement à la microsphère des professionnels du tourisme. Voilà, moi ce que je pense vraiment, c'est qu'il faut y aller de manière constructive, apaisée, sereine, prendre en compte l'ensemble des éléments et enlever un petit peu de passion
et d'extrême là-dedans. On va pas passer du jour au lendemain à un tourisme complètement décarboné. Et comme il faut évidemment pas continuer à fabriquer ce qu'on a fabriqué dans la Costa Brava dans les années 70, où ça aussi c'est un non-sens. Donc voilà, il faut prendre de manière pragmatique, sujet par sujet, les uns après les autres, mettre tous les acteurs autour d'une table, et sans laisser les opinions diriger la chose, mais vraiment avec une vision, se dire bon, il faut qu'on y aille, on y va, maintenant quelle est la mise en œuvre, et allons-y tranquillement. Sans dire bon, toi ce que tu fais c'est pas bon et moi ce que je fais c'est merveilleux. Bon voilà, écoutez chacun des acteurs, écoutez ce qu'ils ont à dire, écoutez quelles sont leurs revendications légitimes, et puis y aller tranquillement. Voilà, mais je pense que c'est un vrai travail de concertation, où les gens vont devoir un petit peu aussi quitter leur clocher, hein. Nous les spécialistes un peu de l'aventure, on va devoir arrêter de regarder les généralistes un peu de haut, tendance qu'on a peut-être un peu en nous naturellement, en imaginant que ils sont le mal et qu'on est le bien, et puis plutôt avoir un côté, je vais pas dire premier de Cortés, ça ferait macroniste, mais un côté montreur d'exemple, quoi. Et puis eux, à l'inverse, arrêter de penser que nous, les petites structures, on est des utopistes qui sont loin du business, parce que notre première responsabilité à nous aussi, hein, en tant que chef d'entreprise, c'est in fine quand même de payer les salaires de nos collaborateurs et faire qu'ils puissent vivre dignement. Donc voilà, je pense qu'on peut se retrouver sur beaucoup de points de vue. Il suffit juste de y aller plutôt avec le sourire, quoi. Très bien. Merci beaucoup Yann pour ce moment passé ensemble et cet échange. Merci à toi, et puis j'espère à très bientôt. Oui, j'espère qu'on va pouvoir se rencontrer prochainement en présentiel. Voilà. Très bien, à très bientôt. Merci François. Merci à toi, bonne journée. Bye bye. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Et s'aimer la connaissance, et s'aimer le partage d'expérience, c'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, bien je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.